Binge Audio. Les ex de François, épisode 4. Un petit détail dans le paysage. J'attends Barbara. Je suis en terrasse de café, j'ai pris un chocolat chaud et il pleut. On est place Colette, c'est le vieux Paris, à côté de la Comédie Française. Et il n'y a que des touristes. J'ai grave le trac. Je continue mon enquête, même si je suis une diablesse, selon les mots de François, et même si j'ai un peu peur de ce que je vais découvrir sur lui. Je me dis que j'aviserai en temps voulu. C'est une bonne vieille technique qui s'appelle faire l'autruche. Barbara a 40 minutes maximum à me consacrer et elle me dit qu'elle est sceptique sur la portée du projet. Elle n'aime pas trop les podcasts où on parle de soi et où on décortique tout. Autant dire que bon, pour moi, c'est pas gagné. Je sais bien que l'intime recoupe plein de strates politiques, sociales. Enfin, tu vois, que ça mêle toutes les dimensions un peu de l'être humain. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui se font comme ça en ce moment, en fait. Barbara et François sont restés 3 ou 4 ans ensemble au début des années 2010. Cette histoire a été très importante pour chacun d'entre eux. Barbara, c'est un peu l'ex avec un grand E, la plus longue histoire de François. Ils se seraient vus avoir un enfant avec elle, faire leur vie ensemble. Elle aussi, elle voulait vivre avec lui. Vivre et surtout créer et s'inspirer mutuellement dans leurs projets artistiques. Barbara est chanteuse. François a fait toutes les photos d'un de ses albums. On s'est rencontrés dans une fête d'une amie commune. Après un concert qui nous avait conviés chez elle à finir la soirée, il y avait énormément de monde. Et voilà, et dans la foule de gens, de musique, d'alcool, de danse, de débordement, je crois qu'on s'est parlé en fait. Et voilà. En fait, je crois qu'à un moment donné de la soirée, on s'est dit qu'on allait partir et on a pris un vélo. Et ce qui m'a plu, c'est que j'avais mon vélo, moi, j'étais à vélo à l'époque. Et qu'on a dévalé une pente, il était sur mon porte-bagages et c'est vraiment une sorte de descente folle dans Paris et on a vraiment beaucoup ri parce qu'on était un peu ivres et c'était un peu dangereux, mais je sais pas, il y avait quelque chose comme ça de très amusant à cette fuite en avant comme ça que j'ai bien aimé moi. En fait, très vite, il est venu à des concerts que je faisais et tout ça, donc il a été présent assez vite en fait. Et puis moi, dans ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que quand j'ai une histoire ou quand je tombe amoureuse, il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire, c'est tout de suite mêlé à ma vie en fait. J'étais assez très vite fascinée par son travail en fait aussi, donc je crois que ça m'intéressait en tout cas de vivre des choses avec lui et puis on partageait plein de choses, plein de goûts sur la musique, le cinéma, aussi une façon de vivre un peu hors norme, en dehors des clous, qui était peut-être le truc qui nous rassemblait. Donc voilà. Et puis rien ne s'est passé comme prévu. Pourquoi ? Cette histoire est l'une des plus importantes pour François et pourtant il se montre très évasif quand il s'agit de la raconter. Elle, c'est pareil. Elle dit qu'elle ne se souvient pas très bien. Elle n'a pas eu le temps de relire ses carnets de l'époque. Je sais pas. En fait, le problème, moi, c'est que j'ai assez peu de souvenirs. J'ai des images, tu vois, du passé, mais j'ai pas de souvenirs hyper précis de ce qu'on se dit. Je pousse un peu et je parviens à grappiller quelques miettes auprès de Barbara, à rassembler quelques pièces du puzzle. Il y en a plein des jours où on se saoulait, même mutuellement, quoi. Je pense que surtout, c'est cette incapacité parfois à parler ensemble, quoi, qui dégénérait, quoi. Parce que du coup, quand on n'arrive pas à se parler, soit on se met en colère, soit on s'en va. Enfin, et ça brise quelque chose de la relation. Donc, ouais, il y avait une fois où il était venu chez moi et on avait discuté de... Je pense que c'était à l'époque où je voulais qu'on vive ensemble parce que justement, comme on partait beaucoup tous les deux, et qu'il voulait pas. Et du coup, il était reparti de chez moi le soir, après une discussion un peu houleuse. Et ça m'avait tellement énervé que j'avais cassé mon téléphone. Genre, c'était vraiment le signe que vraiment la communication n'était pas possible. Il voulait garder son indépendance, ce qui est compréhensible. Mais c'est un petit peu vexant quand on a envie d'autre chose. Il y avait aussi ces moments de séparation. Il y a eu un moment où il est parti en Ouganda. Très longtemps et moi en fait je me suis dit
Sa vie, c'est les voyages. Il est beaucoup plus heureux quand il est pas en France, en fait. Et qu'il va faire ses photos ailleurs. Et c'est pas ma vie, en fait. Ma vie, c'est d'être sur les routes pour faire des concerts, mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui part pas aussi souvent et tout ça, quoi. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, il était trop loin tout le temps, en fait, et que c'était pas mon histoire. Ça, c'était la sienne. Et du coup, j'ai commencé à me détacher de lui à ce moment-là, et je pense que ça a été compliqué pour lui, ce moment où moi, j'avais pris mes distances, mais parce qu'il était très très loin, trop loin pendant trop longtemps, et que pendant qu'il était en voyage, il communiquait pas beaucoup. Au retour de ce voyage, François écrit des dizaines et des centaines de lettres à Barbara pour la reconquérir. J'étais un peu lourd. Lourd comment ? Lourd tout court. On a tous les deux été lourds par moments. On a fait toutes les erreurs. Ça veut dire quoi, faire toutes les erreurs ? Bah, tu les as pas faites, toi, toutes les erreurs ? Bien sûr que si. Au café avec Barbara, la fin des 40 minutes arrive à grands pas. J'ai l'impression de la cuisiner, je n'insiste pas. Je finis par comprendre, le sujet est encore sensible. Et puis, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour comprendre pourquoi François et Barbara se sont séparés. Désolée Barbara, je sais que t'aimes pas trop quand on décortique tout, mais je crois que j'ai capté. Ils avaient chacun un autre grand amour, un grand amour bien plus important qu'un couple. Elle, la musique, lui, ses photos, les voyages. Aucun des deux n'a lâché son grand amour. Et surtout pas elle, comme c'est encore attendu implicitement par la société dans les couples hétéros. Je pense qu'on passe jamais à autre chose, c'est simplement qu'on rencontre d'autres personnes et qu'on va vers d'autres aventures, mais Enfin, pour moi, l'histoire, elle existe, tu vois, enfin, genre, je passe pas à autre chose. Je sais pas si cette formulation me convient pas, c'est simplement que... Mais en fait, je tombe pas amoureuse très facilement, donc je pense que ça prend un certain temps à chaque fois de rencontrer vraiment quelqu'un avec qui je peux vraiment vivre quelque chose de beau, quoi. Barbara file aussi vite qu'elle est arrivée. Je reste en terrasse et je commande un deuxième chocolat. On ne passe jamais à autre chose. Je reste avec cette pensée. Elle me rassure et elle m'inquiète. Rassure car moi, dans ma vie, je me suis souvent sentie interchangeable. Je me souviens de la première fois où j'ai ouvert Tinder sur le téléphone d'un mec hétéro et que j'ai vu toutes les autres femmes. Toutes ces femmes, avec la même frange que moi, le même petit vernis, venant des mêmes universités ou des mêmes écoles, avec les mêmes petites baskets. À l'époque, on portait toutes des Stan Smith. Je m'étais sentie si banale, si semblable, si écrasée. Tout dans le monde des relations hétéro-contemporaines vise à nous rappeler qu'on est loin d'être unique, qu'il y en a tant d'autres, des mieux que toi. Avant, après, pendant. Mais est-ce qu'on peut oublier quelqu'un qu'on a vraiment aimé ? En 1901, la femme de lettres Lou Andreas Salomé a écrit une lettre de rupture à son amant, le poète Rainer Maria Rilke. Elle emploie ces mots pour décrire son désamour. Ta silhouette s'est perdue comme un petit détail dans le paysage. Ta silhouette s'est perdue comme un petit détail dans le paysage. La première fois que je l'ai lue, cette phrase m'a fait l'effet d'un coup de fouet. Je me suis dit que c'était sans doute parce qu'elle était d'une lucidité glaçante, qu'elle décrivait parfaitement le processus du désamour, du désinvestissement émotionnel. Ce que ça veut dire en fait, c'est « tu prenais toute la place et dorénavant tu n'en as plus ». Maintenant que j'ai plongé dans le passé de mon ami, je crois en réalité que cette phrase décrivait la réalité d'une situation, mais pas toutes les séparations. Peut-être même qu'elle visait davantage à faire réagir, à provoquer qu'à énoncer une réalité. Nos ex deviennent-ils vraiment un détail dans le paysage ? J'ai posé la question à Aurore Malek-Arras pour savoir comment ça se passait physiquement dans notre cerveau. Elle est neuroscientifique et sexologue.
on s'est rendu compte qu'il n'y a pas réellement d'oubli. C'est pour ça qu'on dit se changer d'habitude, c'est très difficile, parce qu'en fait, c'est pas juste de pas faire quelque chose. Un souvenir, même un souvenir comportemental, un souvenir gestuel, c'est un réseau neuronal. Quand on veut désapprendre, en fait, il faut mettre en silence l'ancien réseau et construire le nouveau. La définition d'un souvenir, en fait, c'est un réseau de neurones qui va s'activer quand on va avoir un stimulus particulier qui va nous rappeler ce réseau-là. Donc, je traduis. Vous pensez à une personne, mais en fait, cette personne, c'est pas que un truc. Dans notre cerveau, il y a son nom, sa couleur de cheveux, ses hobbies, ses chaussures, sa marque de chaussures préférée, etc., etc. Typiquement, un jour, vous allez dans un magasin, vous voyez son auteur préféré dans un magasin. Ah bah tiens, j'ai pensé à toi, je t'ai pris ce livre-là, etc. Donc tous nos ex, ils sont traduits en réseau de neurones dans notre cerveau. Tout. Les ex, mais aussi, notre grand-mère, nos informations, en fait. Et nos événements sont aussi comme ça. Et en fait, c'est là où ça fait des réseaux qui sont totalement imbriqués les uns dans les autres. Pourquoi est-ce qu'on arrive à les stimuler, on arrive à rappeler un souvenir, on n'a qu'un réseau particulier qui s'active et pas un autre, etc. Tout ça est encore très, très mystérieux. J'espère qu'on aura la réponse d'ici la fin du siècle. Donc, tout ce qu'on vit, par exemple, là, à cet instant que je suis en train de cette interview, les émotions que ça me procure, ça va activer des réseaux de neurones dans mon cerveau. Et après, par exemple, si je revois un fauteuil gris en velours comme ça et que ça me fait penser à ce moment, ça va réactiver les réseaux de neurones du moment où j'ai créé le souvenir. Ouais. Et on a désolée, mais c'est vertigineux, mais c'est vertigineux. Mais... Et on peut, à la fin de notre vie, on a 1 milliard de millions de réseaux de neurones, du coup, dans notre tête. En fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas le nombre de neurones, mais c'est les connexions. On dit toujours, ça sert à rien d'avoir un gros cerveau, etc. En effet, parce que c'est pas ça qui compte, c'est le nombre de connexions que les neurones sont capables de faire. En fait, il y a un neurone, il est capable de faire 1 million de connexions avec d'autres neurones. Enfin, 1 million, des milliers en tout cas. Mais vous multipliez ça par tout le nombre de neurones qu'on a, forcément, ça fait beaucoup. Donc, quand on vit une émotion, nos neurones ou nos cellules nerveuses créent des connexions entre elles. À chaque nouvel événement de notre vie, nous créons de nouvelles connexions. Plus un événement est marquant émotionnellement, plus notre cerveau crée des connexions profondes entre les neurones. Imaginez que notre mémoire est une galaxie. Chacun de nos souvenirs, dont nos ex, est une constellation entre nos neurones, comme la grande ours est une liaison entre plusieurs étoiles. Plus le souvenir a une charge émotionnelle forte, plus les étoiles brillent. Chacune des personnes que nous avons aimées est un maillage unique entre nos neurones, qui ne s'effacera jamais. Quand on se remémore un ex, c'est comme si on rallumait les étoiles de sa constellation dans notre cerveau. Quand on croise quelqu'un qui porte son parfum, la constellation se rallume sans qu'on y prenne garde et on pense à notre ex. Le reste du temps, les étoiles sont juste éteintes. Elles ne disparaissent jamais. C'est un phénomène sublime. On ne passe donc jamais vraiment à autre chose. On crée juste de nouvelles constellations. Un phénomène sublime mais aussi lourd de conséquences. L'absence d'oubli fait qu'en amour, on retourne vers ce qui nous paraît familier, ce qu'on connaît. Notre cerveau n'aime pas trop créer de nouvelles constellations trop différentes des anciennes. Notre passé influence notre futur. Le cerveau, en fait, c'est un organe qui, en fait, est relativement paresseux. Il aime bien les choses qu'il connaît déjà. On préfère refaire des choses qu'on connaît. C'est plus sécurisant, même si c'est pas bon pour nous. Donc, si on a l'habitude d'avoir des types de relations qui sont pas très bonnes, comme on les connaît, en fait, on risque, si on fait pas attention, si on travaille pas dessus, à toujours retomber dans ce type de relation. C'est ce qui fait qu'une fois qu'on a été malmené, victime de violences, abusé ou brutalisé dans sa sphère intime, statistiquement, on multiplie les chances de l'être à nouveau.
nos constellations peuvent devenir des chaînes, des ronces qui s'agrippent à nous. Les comportements habituels ne consomment pas beaucoup d'énergie. Donc du coup, le cerveau il va dire « Ah, chouette, il y a une autoroute ». Il va préférer aller sur l'autoroute, comme nous, que d'aller dans la forêt où il faut sortir la machette pour aller tailler notre chemin. C'est plus difficile. Donc d'aller vers des choses nouvelles qu'on ne connaît pas, faut être équipé, faut pas avoir peur, etc. Donc le cerveau va toujours nous ramener vers cette autoroute-là. Eh bah, je sais pas dans quel guêpier je me suis fourrée, moi. Je suis allée fouiller dans le passé de mon pote pour me prouver que les mecs bien existaient encore. Déjà, à force de fouiller, je suis plus si sûre que mon pote ce soit un mec si bien. Ensuite, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence. Je pourrais pas effacer ce qui s'est passé dans ma vie à moi. Et je pourrais pas cesser d'avoir peur que ça recommence maintenant que cette constellation est ancrée dans la galaxie de ma mémoire. Vous vous demandez de quoi je parle quand je dis ce qui s'est passé. Eh oh, c'est pas les ex de Judith ce podcast, tout doux. J'ai pas trop envie de tout raconter. Juste, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'à la fois banal et triste, d'à la fois fréquent et violent. Je sais dans ma chair que l'amour peut vriller. Vriller en quelque chose de bien plus sombre, en désir de contrôle et même d'humiliation. Quelque chose qui me fait craindre mon avenir, s'il doit être influencé par mon passé. Tu ne pourras pas effacer, je me répète. Ça ne deviendra jamais un petit détail dans le paysage. Je paye l'addition et je quitte le café. Mais si chacun de mes 90 milliards de neurones est capable de faire 1 million de connexions avec chacun de mes neurones, ça fait combien de connexions en tout ? 90 milliards fois 1 million ? Et après, ils se répondent entre eux, non ? Donc 90 milliards fois 1 million fois 90 milliards ? Bon, il reste encore vachement de place dans mon cerveau, en fait. Tout n'est pas foutu. Ma constellation du trauma, je peux peut-être la noyer sous plein de nouveaux maillages inédits. Elle sera piégée comme une mouche dans une toile d'araignée. Ok, mon petit cerveau, je sais. Tu préfères l'autoroute des relations toxiques. C'est là que tu te sens pépouse, comme à la maison. Mais tu vas voir, je vais t'apprendre, je vais te débroussailler. On va voyager, toi et moi. On va rider l'autoroute de la douceur.